170 milliards d'arrières dépensés en 3 scrutins par les candidats. Mais d'où proviennent ces fonds? Transparency International a alerté aujourd'hui sur l'opacité des financements électoraux. Selon le dernier rapport sur le développement humain publié cette semaine par le Programme des Nations Unies pour le développement, avec un indice de développement humain de seulement 0,487 en 2023, Madagascar devient officiellement le 11e pays le plus pauvre du monde. Dans l'actualité internationale, au lendemain de son élection, le pape Léon XIV a célébré sa première messe en tant que souverain pontife. C'est une page d'histoire qui s'est écrite hier soir à 18h, place Saint-Pierre. Le cardinal Robert Francis Prévost a été élu 267e pape de l'Église catholique par les 133 cardinaux réunis en conclave. Il est le premier Américain à devenir pape. Né à Chicago le 14 septembre 1955, Robert Francis Prévost devient le nouveau chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques dans le monde. Il a choisi pour nom de règne Léon XIV en hommage à une tradition multiséculaire. Selon la règle en vigueur, un cardinal doit obtenir les 2/3 des voix pour être élu souverain pontife. Ce jeudi 8 mai, l'Esprit Saint, selon les croyants, a donc désigné celui qui sera désormais la voix de l'Église. Son parcours témoigne d'un engagement profond. Entré chez les Augustins à l'âge de 22 ans, Robert Francis Prévost s'est formé à la théologie à Chicago avant d'étudier le droit canonique à Rome. Ordonné prêtre en 1982, il part 2 ans plus tard en mission au Pérou, pays auquel il restera étroitement lié. En 2014, il y est nommé administrateur apostolique par le pape François. La même année, il devient évêque. Quelques années plus tard, en 2020, il prend la tête du diocèse de Callao, puis devient préfet du dicaster pour les évêques en janvier 2023. Cardinal en septembre 2023, il est promu cardinal-évêque début 2025, un parcours ascensionnel qui témoigne de la confiance grandissante que lui accorde le Saint-Siège. Hier soir, sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, c'est un homme serein, ému, qui s'est adressé pour la première fois aux fidèles avec ces mots. Que la paix soit avec vous. Aidez-nous à construire des ponts par le dialogue et les rencontres en nous unissant tous pour être un peuple toujours en paix. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, les réactions n'ont pas tardé. De Washington, où le président Donald Trump a salué l'élection de ce pape originaire des États-Unis à Madagascar, où l'Église se réjouit d'un choix inspiré. Le nom du nouveau pape ne figurait ni sur la liste des spécialistes du Vatican, ni dans les pronostics. Cela montre que le Saint-Esprit a véritablement guidé les travaux du conclave. Ce nouveau pape est un homme profondément attaché à Dieu et proche des peuples. Le choix du nom Léon est significatif. C'est un nom associé à ceux qui apportent un soutien précieux à la société. Nous avons la conviction que ce pape saura être un grand secours pour les populations. Un choix inattendu, loin des pronostics qui témoignent une fois de plus du mystère du conclave et de la foi placée dans une force plus grande. Le pape Léon XIV souhaite aujourd'hui incarner l'unité, défendre la paix et rappeler l'importance du lien entre l'homme, Dieu et le monde. Près de 170 milliards d'ariary, c'est le montant faramineux dépensé par les candidats lors des 3 dernières élections successives à Madagascar. Une somme colossale dont l'origine reste pour une large part inconnue. C'est ce que révèle aujourd'hui Transparency International Madagascar dans un rapport qui met en lumière un grave déficit de transparence dans le financement électoral. Pour la présidentielle de 2023, les dépenses atteignent un pic historique, plus de 165 milliards d'ariary. Le candidat Andjadzwen, sous la bannière du TGV, est celui qui a dépensé le plus, 129 milliards d'ariary. Selon l'ONG, 34% de cette somme pourrait être liée à des actes de corruption ou à une utilisation abusive des ressources de l'État. En moyenne, 45 milliards ont été dépensés par vote obtenu.
Juste derrière, Sitting Indiana Sulnieko a investi 32,9 milliards d'ariari, avec 3% de ce montant suspecté d'avoir été utilisé à des fins illicites. Son coût par voix, 4 700 ariari. En troisième position, Saint-Gison Daniel, avec un budget plus modeste de 395 millions d'ariari, soit 10 000 ariari par électeur. Concernant les autres candidats, notamment ceux du collectif des candidats, 88% de leur budget a été consacré aux campagnes de communication, contre 12% pour les rassemblements sur le terrain. Pour les législatives de 2024, les chiffres continuent d'interpeller. Plus de 5 milliards d'ariari dépensés au total. Certains candidats ont mobilisé jusqu'à 1 milliard, tandis que d'autres se sont contentés de 45 000 ariari. Les dépenses moyennes, elles, oscillent entre 1 et 3 millions d'ariari, selon qu'il s'agisse de l'IRMAR, de partis ou de candidats indépendants. Ce qui frappe, la moitié de ces budgets a été utilisé pour des dons en nature ou en argent, des distributions de vêtements, de nourriture ou de billets. En tout, 93 millions d'ariari pour les candidats de l'IRMAR, 99 pour les autres partis et 89,6 millions pour les indépendants. Enfin, pour les municipales, les dépenses dépassent le milliard d'ariari avec des écarts considérables. À Tuamasen, un indépendant a mené sa campagne avec 8 millions d'ariari, quant à Antananarivo, un candidat IRMAR a déboursé 191 millions. Une chose est claire selon Transparency International, la corruption gangrène toujours le processus électoral. Et tant que l'origine des financements restera floue, la démocratie malgache continuera de se heurter à un mur d'opacité. Le pays est-il un État souverain, indépendant et de droit, ou bien est-il à la merci des personnes qui donnent de l'argent? Il est important d'informer sur l'origine des fonds utilisés pour que nous puissions évaluer la situation. Un pays qui se dit lutter contre la corruption doit d'abord défendre la crédibilité des élections. Sinon, rien n'est possible. Nous devons penser aux étapes des prochaines élections pour voir si l'État a vraiment la volonté politique d'œuvrer dans ce sens. Volonté politique, des députés et des responsables de partis politiques ont assisté à la présentation des résultats sur le financement des élections. Ils préconisent de régler dès maintenant les problèmes liés aux élections, comme les erreurs dans la liste des électeurs, pour éviter les troubles lors de la tenue des élections. Ils ont aussi insisté sur la lutte contre la corruption pour des élections justes et transparentes. On ne doit pas attendre la tenue des élections pour remédier à ce qui ne va pas. L'exécutif, la CENI et autres en ont la responsabilité. Transparency International a déjà pris l'initiative d'engager une telle démarche. L'enquête de Transparency International a porté sur 64 candidats lors des 3 dernières élections. Parmi eux, 54 étaient des hommes et 10 des femmes. Transparency International recommande un effort considérable de la part des organes chargés de l'organisation des élections et de tous les acteurs concernés pour renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, notamment en ce qui concerne le financement des campagnes électorales. À Madagascar, la pauvreté n'est plus un simple chiffre, c'est une réalité quotidienne qui s'aggrave. Le pays se classe 183e sur 193e selon le dernier rapport sur le développement humain publié cette semaine par le Programme des Nations Unies pour le développement, avec un indice de développement humain de seulement 0,487 en 2023, Madagascar devient officiellement le 11e pays le plus pauvre du monde. Les conséquences sont visibles partout, sous-alimentation chronique, pouvoir d'achat en chute libre et une inflation de 8,4% en 2025. Selon la Banque centrale, des milliers de familles malgaches peinent à se nourrir convenablement. Le système éducatif, lui aussi, vacille. Les abandons scolaires se multiplient, faute de moyens et d'encadrement. À cela s'ajoute une crise de l'emploi. L'État peine à créer des opportunités et les jeunes diplômés s'accumulent au chômage. Le gouvernement parle parfois d'autosuffisance alimentaire, d'autres fois de souveraineté alimentaire. Les lois prises par les députés ne reflètent aucunement de tels engagements. Seuls les chiffres montrent que le pays ne progresse pas et qu'il n'arrive pas à sortir de l'abîme. Le gouvernement nous enlise dans les problèmes. Le président a été couronné champion dans la lutte contre la malnutrition, la promotion de l'industrie et le leadership politique. Pourtant, les résultats de ce sacré présidentiel
ne se reflètent pas dans la vie quotidienne de la population. Ce qu'on attend des dirigeants, ce sont des actions concrètes pour promouvoir la dignité humaine, améliorer l'éducation, la santé et l'économie. Si l'on veut réellement faire progresser les indicateurs du développement humain, cela ne peut se faire par de simples discours ou des apparences extérieures. Face à une gouvernance critiquée pour son inefficacité et son manque de vision, le développement humain semble relégué au second plan. Infrastructures défaillantes, projets mal ciblés, priorités mal établies, autant de freins à une véritable amélioration des conditions de vie. Madagascar possède pourtant un potentiel immense, mais sans un engagement fort en faveur de la dignité humaine, de l'éducation, de la santé et de l'emploi, le pays risque de rester à la traîne du développement mondial. De nombreuses communes dénoncent la décision de l'exécutif de leur retirer la gestion des impôts fonciers. Sur le terrain, les élus locaux parlent d'une véritable coup dure. Les maires estiment que cette décision a été prise sans études sérieuses préalables, alors que ces taxes représentaient leur seule ressource stable. Cette décision soumise à l'Assemblée nationale n'a pas été suffisamment réfléchie. Payer l'impôt est déjà compliqué pour les citoyens. Avant, ils pouvaient le faire directement à la commune. Maintenant, ils doivent se rendre au centre fiscal, souvent situé loin de chez eux. Déjà qu'à proximité certains ne payaient pas, alors devoir faire des kilomètres et engager des dépenses décourage encore plus. C'est pourquoi il aurait fallu étudier cela sérieusement avant de prendre une telle décision. Je pense que la majorité des maires ne sont pas d'accord avec cette mesure. Dans le pays, la décentralisation n'est pas effective. Selon les explications, les communes rencontrent de grandes difficultés à accéder aux ressources financières nécessaires pour assurer leur développement local. Si le développement commence à la base, le pouvoir central et les communes doivent se compléter. Les subventions pour aider les communes sont nécessaires. La décentralisation effective n'est toujours pas une réalité, ce n'est qu'un semblant. Les régimes successifs ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il devient urgent de revoir cela. Le vrai développement se mesure à la base, dans les communes. Ont-elles tout ce qu'il faut? Ont-elles une autonomie alimentaire, une indépendance de gestion, et des moyens dans tous les domaines? Alors que le président Andrade affirme régulièrement qu'aucune commune ne sera oubliée, les maires sur le terrain dénoncent une incohérence entre le discours et les actes. Les coupures d'électricité à Madagascar auraient dû être en grande partie résolues, estiment les analystes politiques, compte tenu de nombre d'infrastructures énergétiques telles que des parcs solaires inaugurés par Andrade ces dernières années. Pourtant, la situation reste inchangée. Une question cruciale se pose. Ces installations fonctionnent-elles réellement et délivrent-elles la puissance annoncée? Ou bien, comme pour de nombreux projets antérieurs, la production a-t-elle cessé peu après l'inauguration? Depuis près de 6 ans, les promesses se sont multipliées avec des délais fixés pour mettre fin au délestage, mais ceux-ci persistent. Plusieurs responsables ont été remplacés sans que cela n'améliore la situation. Ce sont principalement les barrages hydroélectriques qui fonctionnent, mais dès qu'il n'y a pas de pluie, les délestages reviennent. À ce jour, je ne constate pas d'impact concret des centrales solaires récemment inaugurées en termes de production en mégawatts. Nous restons largement dépendants des barrages hydroélectriques et des générateurs à carburant, ce qui continue de faire grimper le coût de l'électricité pour les Malgaches. À ce jour, la Jirama fait face à de nombreux problèmes techniques, en plus de son incapacité à produire suffisamment d'électricité. Nous sommes en mai, une période où l'eau est encore abondante, mais les coupures durent déjà plusieurs heures. Cela serait dû, dit-on, au manque d'eau dans certains sites de production comme en Dégalek. La situation risque donc d'empirer pendant la saison sèche. Les entrepreneurs et travailleurs indépendants doivent s'y préparer en attendant l'aboutissement des projets de parcs solaires et éoliens qui ne sont pour l'instant que de nouvelles promesses. En attendant des résultats concrets, les citoyens pourront quant à eux admirer les lumières du lac qui arrivent, telles qu'annoncées par Andrade.